Je travaille dans un grand quartier défavorisé, avec beaucoup de maisons abandonnées. Une nuit, nous recevons un appel. 2 femmes venaient de rentrer chez elles lorsqu'elles ont entendu des bruits étranges provenant de la maison voisine. En s'approchant, elles affirment avoir entendu 2 enfants, un garçon et une fille, pleurer et crier depuis le sous-sol. La maison est inhabitée, elles le savent, mais elles affirment avoir parlé aux enfants qui hurlaient qu'ils avaient peur, que tout était noir, qu'ils ne pouvaient pas sortir. Je suis envoyé sur place, accompagné d'une autre voiture en renfort. En entendant les détails troublants transmis par le dispatcher, je décide d'annuler le renfort. Je pense que c'est une fausse alerte, une perte de temps, mais en arrivant, les 2 femmes sont dans tous leurs états. Elles sont hystériques, tellement paniquées que j'ai cru un instant qu'un de leurs propres enfants avait été enlevé. Je tente de les calmer, mais elles continuent de s'angoisser mutuellement, alors je les sépare. Finalement, je dois appeler mon renfort, ce qui m'agace encore plus parce que je reste convaincu que c'est une intervention inutile. Je les interroge séparément et leurs récits coïncident parfaitement. Elles insistent sur le fait qu'elles ont parlé aux enfants et me montrent la fenêtre du sous-sol par laquelle elles ont communiqué. C'est une simple fenêtre rectangulaire. Elles me répètent la conversation qu'elles ont eue avec les enfants, affirmant que ça a duré environ 5 minutes. Je colle mon oreille contre la fenêtre, rien. Je fais le tour de la maison, aucune fenêtre ouverte, aucune porte forcée. Personne n'a pu entrer sans laisser de traces. Je reviens vers la fenêtre et remarque quelque chose d'inhabituel. La vitre est recouverte de condensation. C'est normal en été si une maison a la clim, mais ici il n'y avait pas de clim. Aucune autre fenêtre n'avait de condensation, juste celle-là. J'ai eu la mauvaise idée de dire à voix haute que cette condensation était étrange, et les femmes hurlent de nouveau, complètement terrifiées. Des « Oh mon Dieu » et « Aidez-moi Jésus » fusent. Je n'ai toujours entendu aucun bruit venant de l'intérieur, et je ne peux pas entrer sans justification légale. Est-ce que les pleurs entendus par les femmes suffisent comme circonstance urgente? Je fais venir mon superviseur, ce qui m'agace encore plus. Il arrive, j'explique la situation, et il autorise l'entrée forcée. J'adore défoncer des portes, mais celle-ci est résistante. Il me faut 4 gros coups de pied pour la casser. La maison a plus de 100 ans. Elle sent le vieux bois, les escaliers sont très raides, pas d'électricité. Franchement, je suis un peu mal à l'aise, mais je ne crois absolument pas au paranormal. J'explore entièrement la maison, rien. Elle est propre, en rénovation, du matériel posé au sol. Personne n'y habite. Je ressors et informe que la maison est vide. Je suis dans la rue, discutant avec mon superviseur, puis je jette un œil à la maison et dans la fenêtre du 2e étage, je vois quelque chose bouger, une silhouette sombre humaine dans l'ombre. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Personne ne pouvait être entré, car nous étions devant l'entrée ouverte. Je cours à l'intérieur, certain qu'il y a un squatter. J'inspecte chaque recoin. Rien, absolument rien. Aucune explication, aucune preuve. Seulement un sentiment étrange. Une nuit inexplicable et une fenêtre embrumée qui a terrifié ces 2 femmes. Mon père m'a raconté cette histoire quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui encore, lorsque je lui demande de me la répéter, il se souvient de chaque détail, comme si ça s'était passé la semaine dernière. Mon père a été dans la police pendant 20 ans, et à ses débuts, il devait effectuer des contrôles routiers nocturnes pour repérer les conducteurs en état d'ivresse. Ces opérations étaient courantes, et cette nuit-là semblait commencer de manière habituelle. Mais tout a changé lorsqu'une Toyota Corolla s'est approchée d'eux avec ce qui ressemblait à une couverture blanche sur son toit, flottant dans le vent. Ils ont trouvé cela étrange, mais sans y voir un réel problème. L'un d'eux a même plaisanté en disant que ce conducteur devait être en train de faire sécher son linge tout en rentrant chez lui. Les rires se sont arrêtés net lorsque la voiture s'est rapprochée et qu'ils ont tous vu une femme en blanc couchée face contre le toit du véhicule. La silhouette semblait glisser lentement en arrière, comme une limace, jusqu'à disparaître derrière la voiture au moment où celle-ci s'arrêtait devant eux. Il leur a fallu plusieurs minutes pour se ressaisir, s'échangeant des regards comme pour dire « Vous avez vu ça vous aussi ?» Finalement, le plus gradé d'entre eux s'est avancé et a commencé à poser les questions habituelles au conducteur. Il y avait un peu de tremblement dans sa voix en lui demandant de sortir de la voiture. Mon père et son équipe ont alors inspecté tout le véhicule, y compris le coffre, mais n'ont rien trouvé.
Le conducteur était un sergent-chef de l'armée, un homme bien habillé qui rentrait chez lui après un événement organisé par son unité. Il a admis avoir bu quelques bières, expliquant qu'il avait dormi dans son dortoir pour cuver avant de prendre la route. Il était alors 4 heures du matin. Il a réussi le test de sobriété et les officiers ont commencé à lui demander s'il avait vu quelque chose d'étrange sur le chemin. Il a d'abord répondu non, mais après insistance, il a fini par dire qu'il avait dû faire un écart pour éviter ce qui ressemblait à un oiseau volant à l'envers. Cela l'avait surpris, mais il n'avait pas jugé utile de le mentionner aux policiers. L'officier le plus expérimenté lui a alors conseillé de s'arrêter dans un café ouvert 24 heures sur 24 avant de rentrer chez lui. Les habitants croient que si un esprit malveillant vous suit, faire une pause l'empêche de s'attacher à votre maison. Au début, le sergent-chef n'a pas compris, mais après quelques explications, il a fini par hocher la tête et accepter. Après son départ, les policiers ont contacté le poste et écourté leur patrouille nocturne. Ils ne savent pas ce qui est arrivé au conducteur, mais espèrent qu'il va bien. Une nuit où j'étais de service à la brigade criminelle, j'ai reçu un appel du commissariat. On m'informe qu'un vieil homme a appelé le 911 affirmant que sa femme était morte et que c'était de sa faute. L'opérateur lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre chez lui. Il répond oui, mais quand on lui demande qui, il répond simplement personne. J'arrive sur place et sa femme est allongée sur le canapé, morte, avec un traumatisme crânien visible. Rien de spectaculaire, mais assez clair. Ma première action dans toute scène de crime est de fouiller chaque pièce pour éviter toute contamination et vérifier qu'il n'y a personne d'autre à l'intérieur. Les adjoints sont dans le garage avec le mari, très poli et coopératif. Tout semble normal dans la maison. Je me tiens dans la cuisine avec le lieutenant, discutant du cas. La disposition des lieux fait que l'entrée est juste à droite, séparée par un petit mur, et le salon est directement devant l'entrée, à environ 5 mètres de la porte. Alors que nous parlons tranquillement, nous entendons soudainement la porte d'entrée grincer et s'ouvrir. Je suis furieux, pensant qu'un adjoint distrait vient d'ouvrir la scène du crime ou qu'une personne non autorisée entre. Je tourne rapidement dans le coin pour voir la porte entrouverte d'environ 30 cm, mais personne autour. Je me dis que quelqu'un a ouvert puis s'est éloigné. Sauf que il y avait une véranda grillagée fermée à clé depuis l'intérieur, empêchant quiconque d'accéder directement à la porte d'entrée. Impossible que quelqu'un soit entré. Le lieutenant et moi sommes déconcertés et supposons que peut-être la porte n'était pas bien fermée. Mais en testant la porte, je me rends compte que c'est une porte en acier ultra lourde. Impossible que le vent ait pu l'ouvrir. Et pire encore, la porte s'alignait parfaitement avec le corps de la femme. Nous étions instantanément mal à l'aise. Il n'y avait aucune explication rationnelle. Je vais dans le garage interroger le mari. Finalement, l'histoire se vérifie totalement avec les preuves. Sa femme a glissé en sortant de la douche, s'est cogné la tête, mais a refusé d'aller à l'hôpital, préférant aller dormir. Il se sentait responsable de ne pas l'avoir forcé à consulter. C'était un homme lucide et cohérent, entre 75 et 80 ans, parlant clairement de sa vie militaire et de son passé. Puis, avant de terminer l'entretien, je lui demande de clarifier un point. Sur l'appel au 911, il avait affirmé qu'il n'était pas seul. Il rit, disant que je vais le prendre pour un fou, mais après 1 heure de conversation, je le savais parfaitement sain d'esprit. Il me confie alors qu'il y a de petites créatures qui vivent dans sa maison. Je reste sceptique, évidemment. Puis il ajoute qu'il ne les a jamais vues, mais qu'elles sont farceuses. Elles font des choses comme tirer la chasse d'eau, déplacer des objets, ouvrir les portes. À ce moment-là, mes yeux ont dû s'écarquiller. Il me demande alors si j'ai vécu quelque chose d'étrange à l'intérieur. Je hoche la tête. Il me remercie vivement, soulagé que quelqu'un ait enfin vécu ce qu'il ressentait. Il sait maintenant qu'il n'est pas en train de perdre la tête. Je n'ai pas traîné dans cette maison. Finalement, la mort a été déclarée accidentelle. Et ma seule explication possible, c'est que les petites créatures ont ouvert la porte pour que l'esprit de la défunte puisse partir. Alors j'ai fichu le camp de cette maison hantée.
On a été appelé pour une intervention dans une résidence isolée dans le Wyoming. Il était environ 23 heures et la famille nous signalait une activité suspecte. À notre arrivée, ils nous expliquent qu'ils entendent des cris extrêmement étranges provenant d'un ruisseau situé à environ 300 mètres. Et à peine une minute après être resté avec eux sur le porche, je l'entends moi-même. Il est très difficile de décrire ce son. Ça ressemblait au cri d'une femme en détresse absolue, mais plus aigu, et chaque hurlement durait entre 10 et 15 secondes. Il ne semblait pas articuler des mots, juste un cri de pure terreur. Il se répétait encore. Nous annonçons à la famille que nous allons examiner la zone. Il fait beau, alors on marche vers le ruisseau. De nouveaux cris retentissent, plus fort à mesure que nous approchons. À ce stade, on commence vraiment à flipper. Soit quelqu'un se fait attaquer, soit c'est un animal sauvage. On arrive près du lit du ruisseau et rien ne se passe pendant 5 minutes. On cherche partout, on crie pour attirer l'attention, mais personne ne répond. Puis le même cri retentit derrière nous, exactement là où nous étions quelques minutes auparavant. On fait demi-tour à mi-chemin vers la maison et le cri explose soudainement à côté de nous, plus fort que jamais. On balaye frénétiquement la zone avec nos lampes torches, rien. Aucun reflet d'yeux, pas de mouvement dans les buissons, aucun bruit de pas, juste un silence total. On retourne vers le ruisseau et le hurlement retentit à nouveau, cette fois-ci encore plus long. Là, on se presse pour dégager, silence total jusqu'au dernier instant. À ce moment-là, nous étions tous les deux terrifiés. On a dit à la famille de nous appeler immédiatement si ça recommence. Ils ne rappelleront jamais, et nous, on s'est barré de là. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je suis un passionné de nature, et je sais qu'aucun animal ne pousse un cri pareil, surtout sans laisser de traces et en se déplaçant furtivement. Autre détail troublant, tout était silencieux pendant les cris. Normalement, on était dans le Wyoming, il y a toujours du bruit ambiant, des grenouilles, des criquets, des hiboux, des coyotes. Mais là, rien, absolument rien. Puis alors que nous quittions les lieux et que les cris s'étaient arrêtés, une grenouille a commencé à coasser. Rien que d'y repenser, j'en ai encore des frissons. Mon grand-père était officier de police à l'époque. Il a travaillé sur des affaires de meurtre et a fait du travail de détective plus tard dans sa carrière. Mais cette nuit-là, il répondait à un appel concernant des coups de feu supposés dans une vieille maison abandonnée. Mon grand-père raconte l'histoire ainsi. Lui et son partenaire étaient les plus proches de la maison, parmi tous ceux qui ont reçu l'appel du dispatch. Donc, ils sont arrivés en premier. En arrivant sur les lieux, ils ont vu la porte du jardin forcée, alors ils ont suivi la piste. Comme l'appel concernait des coups de feu, ils avaient leurs armes dégainées. En s'approchant de la maison, un homme non armé tentait d'y entrer, mais la porte était verrouillée. L'homme a fui et le partenaire de mon grand-père est parti à sa poursuite. Mon grand-père regarde alors à travers la fenêtre de la maison, pensant que cet homme cherchait peut-être quelqu'un à l'intérieur. En regardant à l'intérieur, il aperçoit vaguement quelqu'un debout, le fixant directement. Il brandit son arme et dit « Police, ne bougez pas !» Simultanément, l'homme à l'intérieur semble lever lui aussi son arme. Il n'avait jamais eu quelqu'un qui braque une arme sur lui et il a commencé à se dire « Et si je ne tire pas avant lui ?» L'adrénaline montait. Alors il ordonne « Posez votre arme ou je serai obligé de tirer !» L'homme reste immobile, ridiculement immobile. Mon grand-père se met à couvert sur le côté droit de la fenêtre et appelle son partenaire qui a perdu de vue l'homme en fuite. Avant son retour, il jette un coup d'œil à nouveau, pensant que le suspect à l'intérieur a peut-être bougé. Mais non, l'homme est toujours là, toujours flou et sombre, toujours en train de pointer son arme. Le silence est interminable. Mon grand-père crie encore. « Posez votre arme et couchez-vous au sol !» L'adrénaline bouillonne. À ce moment-là, mon grand-père commence à se demander si c'est un fantôme, tellement la silhouette reste figée. Puis il remarque un détail. L'homme porte un badge. Ça lui a foutu la trouille. Il s'est dit, mon partenaire était-il entré et jouait avec moi, ou quelqu'un imitait un officier? Une dernière fois, il ordonne. Posez votre arme et couchez-vous. Et il fait un mouvement avec son pistolet. L'homme fait le même mouvement avec son arme. Et là, mon grand-père comprend enfin. C'était un foutu miroir. Il était en train de s'exciter contre son propre reflet. C'est ainsi que mon grand-père a failli s'effrayer à mort à cause de son propre reflet.
Policier depuis 15 ans, dans une zone gangrénée par les gangs, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. C'était une nuit tardive de service de nuit. On reçoit un appel d'une vieille dame qui dit voir quelqu'un dans son jardin. Le dispatcher nous informe qu'elle a appelé au moins 8 fois cette semaine et que nous n'avons jamais rien trouvé. Je pars en pensant que c'est juste une vieille femme un peu folle et seule qui appelle pour parler à quelqu'un. Mon équipier et moi arrivons chez elle et elle nous affirme que l'homme est toujours dans son jardin. Je sors sur la terrasse coulissante et commence à inspecter le magnifique jardin bien rempli avec des érables japonais, des buissons et un petit étang. Le sol est recouvert de pierres plates. C'est un endroit très agréable. Puis alors que je marche, éclairant avec ma lampe pour rassurer la vieille dame, quelque chose me frappe. Une sensation étrange, une peur inexpliquée. J'ai ressenti cette peur dans des situations dangereuses, mais là, il n'y avait aucune raison apparente. Je dirige ma lampe vers le haut de la clôture et je vois un homme en suite noire à capuche et pantalon noir, capuche baissée, tête inclinée. Son visage est invisible. Il est perché sur la clôture, accroupi comme un oiseau. Il est juste assis là, sans peur, totalement immobile, pendant que 2 policiers fouillent le jardin. Je suis sous le choc. Personne ne réagit comme ça. Les gens courent ou se rendent immédiatement, personne ne reste juste assis comme ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il fait un saut en arrière parfait depuis la clôture et atterrit dans le jardin derrière lui. Je grimpe à la clôture et le vois courir à une vitesse anormalement rapide. On fait appel à un hélicoptère et plusieurs unités. On fouille tout le quartier, rien. La vieille dame a continué d'appeler pendant des mois. Personne n'a jamais rien trouvé. Une fois, elle a même affirmé qu'il était dans son jardin habillé en clown, jouant aux cartes. Vraiment flippant. Puis elle a arrêté d'appeler. Qui sait ce qui s'est vraiment passé? Et voici une autre expérience à l'époque. J'étais dans l'unité anti-gang. J'avais un coéquipier en voiture, il conduisait. Il était environ 3 heures du matin. Devant nous, une voiture est arrêtée sur le bas-côté. Un homme et une femme d'environ 30 ans sont dehors, fixant le ciel. C'était une route de campagne en périphérie de la ville. Nous regardons dans la direction où ils regardent et nous voyons 6 lumières très brillantes formant un rectangle dans le ciel. Elles se déplacent de haut en bas, de gauche à droite, en parfaite synchronisation. Mon partenaire dit « Ça doit être des drones ». On descend de la voiture, les gens sont totalement sous le choc et nous demandent « Vous voyez ça aussi ?» On regarde pendant 10 secondes, puis certaines lumières s'éteignent, mais les autres continuent de bouger parfaitement. J'éclaire avec ma lampe torche et elles disparaissent immédiatement, comme si elles n'avaient jamais été là. Personne ne peut être aussi rapide. On reprend la voiture, on avance pour voir ce qu'il y a plus loin. En regardant sur le côté dans le ciel noir, je vois une structure noire en forme de poire. Elle se fondait parfaitement avec la nuit, presque impossible à voir. Elle a été partiellement illuminée par nos phares, je l'ai vue. Mon partenaire non. Je lui ai dit de s'arrêter et de regarder, il l'a fait, mais elle avait disparu. Il pensait que j'étais fou, mais je sais ce que j'ai vu. On a cherché aux alentours, rien. Je pilote des drones, je les connais très bien. J'ai même formé le département sur leurs capacités. Nous avons maintenant un programme dédié, mais ce que nous avons vu n'était pas des drones. Trop lumineux, aucun bruit. À l'époque, la technologie des drones n'était pas aussi avancée. De plus, ces champs étaient une ferme laitière. Personne aux alentours. Quelques années plus tard, j'étais dans mon jardin avec ma fille de 3 ans. Chaque soir avant le coucher, on regardait les étoiles. C'était une routine. Elle me pointe une étoile et me demande ce que c'est. Elle était proche de l'horizon, extrêmement brillante. Nous la fixons et tout à coup, elle accélère à une vitesse folle et disparaît derrière l'horizon. Ma fille et moi étions sans voix. Je crois fermement qu'il existe une vie extraterrestre et que nous avons été visités.